Bonjour, merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver dans l'hebdo, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Vous êtes sur François et restez-y. Avec Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, bonjour. Et c'est pas la peine de dire que je suis le Benjamin, je le sais. Je n'ai rien dit aujourd'hui. Il y a Éric Zemmour en face du Figaro, bonjour. Nadir Djenad à côté de lui pour Beurre FM. Bonjour. Et puis Claude Régent, directeur de la rédaction des RFO, bonjour. Un autre Benjamin. Un autre Benjamin, Francis Laloupeau n'est pas là aujourd'hui. Claude Régent, merci d'être là avec nous. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'âge de l'émission en prend un coup. Vous l'avez cherché, vous l'avez, oui. Hein. Voilà. Laloupeau, on aimerait bien savoir ce qu'il fait, Laloupeau. Il est toujours en vacances. Alors, d'abord, notre mail, si jamais vous voulez nous envoyer des courriers, des compliments, on aime bien ça aussi, ça arrive parfois. On remercie certains téléspectateurs. Cette semaine, on a reçu des compliments. C'est rare, mais ça fait plaisir. On essaie de pas s'habituer, je vous jure. Alors, l'adresse, hebdofranço@rfo.fr. hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, on va commencer par parler de la Guadeloupe et de la grève qui s'y déroule depuis 15 jours et qui est en train de s'étendre à la Martinique d'ailleurs. On va parler aussi de l'Union africaine qui a un nouveau président, c'est Kadhafi, l'actuel président de la Libye, et puis du lancement d'un satellite iranien qui a suscité pas mal de craintes chez les Occidentaux. Bien sûr, de l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy face à la crise. Et enfin, on espère en avoir le temps parce qu'on a beaucoup d'actualités cette semaine, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Kouchner. On commence tout de suite et vite sur la Guadeloupe. Après 15 jours de grève générale et de mobilisation, de manifestation qui a dépassé largement les cadres, je dirais, traditionnels. Il n'y a pas eu que des salariés en grève. Il y a des petits commerçants qui ont fermé leurs portes, des petites entreprises aussi. Donc un mouvement très large de la population. Yves Gégaud, le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, sur place, a commencé à proposer un certain nombre de mesures, alors qui vont de l'aide au logement, en passant par le blocage des prix sur les produits de première nécessité, sur des billets d'avion moins chers pour venir en métropole pour les familles les plus modestes. J'en oublie. Mais bon, ces mesures-là, d'après vous, Nadir Djenad, elles ont une chance de calmer la grogne, la colère des Guadeloupéens ? Difficile à dire, mais en tout cas, je pense qu'au-delà des revendications économiques et sociales des manifestants, il y a un malaise, une crise plus profonde que cela. Je m'explique. Quand on entend certains manifestants et personnalités locales, elles disent toutes que la société, en fait, guadeloupéenne est fondée sur un ordre social d'inspiration coloniale. Les descendants des colons, qu'on appelle les béquets, possèdent 90% des richesses, alors qu'ils ne représentent que 1% de la population. Les dirigeants des grandes entreprises sont issus du même milieu. Concernant les emplois publics, la situation a progressé, mais on fait toujours venir de métropole des cadres avec prime à l'appui au détriment des cadres locaux. Donc il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'exclusion d'une bonne partie de la population. Quand on voit ces mouvements sociaux, on a parlé ici de la Guadeloupe, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, on parle aujourd'hui de la Guadeloupe et de la Martinique, puisque là il y a une forte tension également là-bas. J'émets l'hypothèse que au-delà des revendications sociales, économiques, il y a vraiment quelque chose de plus profond. On veut, je pense, remettre en cause l'ordre établi depuis des décennies et remettre en cause la relation de la France avec les départements et territoires d'outre-mer. Alors, Claude Régent, on le sait bien, il y a l'indexation outre-mer, on en a souvent parlé. Quand on prend le cas de la banane, quand on prend le cas de la Guadeloupe, il y a environ... Mais il y a des bananes. On peut parler de la banane, ça. Quand on prend le cas de la Guadeloupe, il y a environ 30% de chômeurs, ce qui, rapporté à la métropole, paraît invraisemblable. Les deux piliers de l'économie, justement, on y revient, c'est la banane et le tourisme, au détriment de tout métier un peu plus qualifié, avec valeur ajoutée. Est-ce que toutes ces causes-là n'expliquent pas la colère des Guadeloupéens ? Et est-ce que ce n'est pas des causes structurelles, finalement, qui produisent cette mobilisation ? La réponse est évidemment dans la question. Oui, bien sûr, il y a des causes structurelles qui sont très fortes. Par exemple, la quasi-monoculture de la banane, qui plus est dans un marché mondial qui est complètement... affaissé, qui est affaissé, qui est avec la banane dollar, enfin qui est à nos portes, et que l'OMC, évidemment, ne peut pas voir concurrencer par une production subventionnée comme l'est la banane des Antilles. Et puis, il y a le tourisme. Alors, le tourisme, là aussi, on sait bien que ce sont des pays, on peut bien sûr mettre la Guadeloupe et la Martinique ensemble, ce sont des pays merveilleux qui attirent des touristes. Le problème, c'est que, le tourisme mondial
social, on sait très bien qu'il va aller de plus en plus mal, en tout cas dans les mois et les 2 ans qui vont venir. Donc fragilité là aussi. Et puis en plus, même le tourisme, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on voit la concurrence des voisins qui sont République dominicaine, Cuba, etc., avec des prix qui n'ont rien à voir. Alors c'est vrai. Peut-être, Claude, faut-il rajouter aussi parfois la langue. Oui. On est plus proche de l'Amérique latine et plus proche des États-Unis, et les îles anglophones et hispanophones ont peut-être cet avantage supplémentaire. Ça encore, ça on peut le gommer parce qu'il y a toujours le côté un peu folklorique, exotique d'aller dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue. Ça n'a jamais été un handicap. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est parti, ça fait 60 ans que ça dure. On est sur quelque chose de vicié dès le départ. On aide, par exemple, les fonctionnaires métropolitains pour venir, on les attire avec quoi? Avec une indexation. Et puis, une fois que l'indexation est en place, bien les prix montent. Donc, c'est le coût classique de la poule et de l'œuf. On ne sait pas ce qui a commencé. C'est vrai que si vous supprimez l'indexation, vous avez une autre crise sociale. Vous avez des gens qui disent, attendez, on ne respecte pas le contrat, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, ce que l'on fait, ce que l'on amène, c'est du pouvoir d'achat aussi aux autres. Bref, je pense que M. Gégaud, s'il veut régler le problème jusqu'au fond, là, je crois qu'on ne le revoit plus. On ne le revoit plus dans ce ministère. Il ne revient plus. C'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses à voir que je ne sais pas comment, par quel bout, il va Dominique pouvoir prendre Volton, donc, en fait, vous répondez déjà à ma question en disant les mesures conjoncturelles, bon, très bien, mais il y a un problème structurel. Une brosse à dents, moi, j'ai lu une brosse à dents à 4 € en Guadeloupe. C'est assez cher. Alors, comment on résout ces problèmes? J'ai rigolé sur le ministre de la Coopération qui a parlé de Franc-Afrique. On l'a mis chez les anciens combattants, et donc il ne faut pas que M. Gégaud s'occupe de ça. Pourtant, pour M. Gégaud, j'avais une proposition. C'est un conseil que vous lui donnez, oui, finalement. Puisqu'on parle de rupture, on a un président de la République qui n'arrête pas de nous parler de rupture. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la rupture, effectivement, outre-mer? Parce qu'il y a une économie néocoloniale la plupart du temps, c'est vrai. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on veut. Alors, c'est des économies artificielles. 2, vous l'avez bien expliqué, avec les systèmes d'indexation, on a une inflation constante. On est quand même des pays où il y a beaucoup plus d'argent que dans la région. Donc on est des économies qui sont Dominique, préciser que l'indexation concerne les fonctionnaires et assimilés, qu'ils soient de métropole ou natifs. C'est normal, parce qu'on est quand même en France. Bien sûr, mais il faut que les gens comprennent. Bien sûr. Alors, dans la mesure où on n'a pas réussi à sortir d'une économie coloniale, ou classique, si je puis dire, ou protégée, ou artificielle en tout cas, alors que ce sont des pays riches à la fois sur le plan humain, qu'on a un système de formation qui n'est pas suffisant, on a des économies artificielles. Alors, le niveau de vie marche, tout le monde en profite plus ou moins, quoique il y a quand même de grandes inégalités sociales. Inégalités sociales où on retrouve tout à fait un relent de colonialisme, parce que les béquets, les familles blanches du coup, du social au politique sont en haut de la pyramide, c'est ça que vous dites. Et c'est évident, et du social, c'est aussi vrai en Guyane, et c'est hélas aussi vrai en Nouvelle-Calédonie, en bonne partie en Polynésie. Oui, c'est un peu différent quand même, on ne parle pas de béquets en Nouvelle-Calédonie. Je dis ça pour que tout le monde comprenne. Tout le monde n'est pas familier d'outre-mer. Non, mais attendez, puisque RFO est une de mes batailles, moi, c'est de dire que les gens qui sont dans l'Atlantique peuvent quand même s'intéresser à ce qui se passe dans l'océan Indien. Qui peuvent en tirer des leçons, voilà. Peut-être. Oui. Donc je pense que l'outre-mer... Être curieux, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Et la force de l'outre-mer français, c'est qu'on est présent sur 3 océans. Donc on peut faire du comparatisme. Et la tragédie, c'est que les gens de l'océan Atlantique ne regardent que Paris, ceux de l'océan Indien ne regardent que Paris. Je leur dis, la richesse de l'outre-mer serait qu'ils se regardent entre eux. Alors je reviens sur l'affaire. Économie plus ou moins artificielle. Niveau de formation insuffisant. Alors quand même qu'il y a de l'argent, il y a des profs et compagnie. Niveau de vie supérieur à la moyenne. Pas de coopération régionale suffisamment forte. Quand il y a de l'argent, ça va. Dès qu'il n'y a pas d'argent, les inégalités sociales ressortent. Et vous avez derrière la bataille qui ressort régulièrement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas indépendant. Et donc du coup, si vous voulez, si on ne reconstruit pas ce modèle économique avec plus de légitimité en même temps, parce que si je peux dire, ces outre-mer français, je l'ai dit 100 fois, ne sont pas très valorisés en métropole, hélas. Donc par conséquent, il y a à la fois un problème économique, un problème social, un problème de dignité. Et c'est vrai que le premier homme politique, alors qu'il y a de la richesse économique, de la richesse humaine, de l'expérience, des régions autour desquelles on peut se développer, le premier homme politique qui restructurera l'économie des Outre-mer, il rend service aux Outre-mer, il rend service à la France, il rend service à l'Europe, parce que je vous rappelle que ce sont les postes avancés de l'Europe. Oui. Alors, donc, pardon Dominique, Éric Zemmour, pour conclure, la question, Dominique Volton la pose finalement en disant... le premier homme politique qui restructurera l'économie. Mais est-ce que c'est possible? Comment peut-on faire? Parce que là, on a parlé des béquets, on a parlé de l'artificiel, de l'économie. Et aujourd'hui, on voit bien que Yves Gégaud va faire quelque chose. Bien sûr, il a déjà proposé des mesures. Mais peut-être ça va calmer la colère pour l'instant. Il a rouvert les stations-service. Il a rouvert les stations-service avec l'essence. C'est un vrai succès. C'est un vrai succès, il fallait le faire. Alors, Éric. Si vous voulez, je pense qu'effectivement, la Guadeloupe, la Martinique sont une espèce de nœud de contradiction
très difficile à démêler. Contradiction entre, Dominique l'a très bien dit, entre l'OMC et le fait que la banane française, comme les cultivateurs ont des salaires supérieurs à tous les autres cultivateurs de bananes, devrait être protégée. Or, on est de plus en plus dans le système libre-échangiste. Donc ça, déjà, ça pèse sur la banane. Deuxièmement, autour, vous voyez bien, vous dites, il n'y a que le tourisme et la banane, mais dans les îles autour, il y a aussi que le tourisme et la banane. Je veux dire, il n'y a pas, on n'installe pas des aciéries. Donc, évidemment qu'il faut jouer le tourisme. Le problème, c'est que l'histoire, la structure sociale fait que, pour beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais, le tourisme, qui veut dire le service, veut dire aussi le servage. Et donc, évidemment, les touristes en ont assez d'une espèce de rudesse légendaire des Martiniquais et des Guadeloupéens, et donc vont dans les autres îles où ceux qui les accueillent, voilà, est plus on dira chaleureux et surtout moins contraint. C'est encore plus moins cher. Voilà. Et moi qui vais en vacances en Martinique, je peux vous dire qu'il y a eu des efforts de fait. Manifestement, il y a des progrès formidables. Donc, mais c'est pour vous dire. Donc tout ça est complexe. On dit par exemple ne plus augmenter le SMIC. Bon, c'est une des revendications. Sauf que on voit bien que si on augmente le SMIC, on accroît encore le décalage, non pas avec les salaires français, mais avec les salaires aux alentours. De la zone géographique autour. Je lisais, pour préparer cette émission, je regardais un tract de l'UGTG, de Roger Ortebise, le représentant. Et ils sont tout le temps dans une contradiction. Il dit à un moment, j'ai noté, priorité à l'embauche. Et dans la même phrase, il dit, pour le refus du racisme à l'embauche. Vous voyez, ils sont eux-mêmes dans leur contradiction, parce que si on fait des priorités à l'embauche, évidemment, on voit bien où ça va nous mener. Oui, mais on a déjà discuté 100 fois ici, les inégalités dans l'ensemble de l'outre-mer sont réelles. Je n'en discute pas de bien sûr, les natifs mais bien sûr, on est d'accord, on va essayer d'avancer. Mais c'est pour vous dire que tout ça est dans un nœud de contradiction vraiment inextricable. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, je suis d'accord. Et là, il y a des inégalités. Alors, des inégalités. Non, mais non, c'est pas des inégalités sociales. Oui, Dominique Volton, un on mot va là-dessus. laisser la place ensuite à Claude Régent quand vous aurez terminé. Allez-y. Oui, pour 20 secondes, c'est pour dire que la tragédie française, c'est que nous n'appliquons pas notre universalisme républicain aux Outre-mer. Et là, aux Outre-mer, vous avez deux Français qui n'ont pas la même légalité. Ouais. Ils le voient. Alors, vous avez toute la mémoire coloniale qui existe derrière. Et puis, vous avez depuis 50 ans toute cette bataille politique pour l'intégration. Et nous, la métropole, nous ne la jouons pas bien. Du coup, en retour, eux-mêmes ne la jouent pas bien. Et donc, on a une espèce de contention. Donc, moi, je pense que la cause est principalement politique. L'économie, je l'ai dit, c'est central. Mais après, ça c'est nouveau. Mais c'est Claude Régent. Je voulais juste c'est donc pour vous un problème politique avant d'être économique. Reconnaissance de dignité mutuelle. Alors, le problème de reconnaissance, moi, j'en vois un exemple frappant. Le président Sarkozy, hier, n'a pas parlé de la Guadeloupe. Alors, peut-être la faute aux confrères qui ont oublié de lui poser la question. En tout cas, mettons-nous à la place de nos compatriotes guadeloupéens. On ne parle pas d'eux. Imaginez l'Ardèche, pour prendre un département à peu près équivalent en population. Oui, non mais... Mais parce que dans la tête d'un journaliste, l'outre-mer, c'est pas la France. Voilà. Dans la tête d'un journaliste, et là, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître Cormy. La Guadeloupe, parce que quand vous êtes dans le Pacifique Sud. Il faut quand même reconnaître Cormy, François et RFO, qui a parlé de la grève de Guadeloupe, bien sûr, dès le départ. Les chaînes de télévision ont mis 14 à 15 jours à aborder le problème, et ça a commencé d'abord par ce qu'on appelle dans notre jargon des off, c'est-à-dire quelques images avec un commentaire en plateau, et on n'en parle plus. C'est seulement depuis 4-5 jours, pour dire les choses, depuis que le secrétaire d'État est là-bas, qu'on en parle vraiment. Donc on voit bien qu'il y a une différence de traitement. La reconnaissance médiatique, je crois qu'il ne faut pas le passer par perte et profit, c'est très important, parce que c'est tout le problème de la représentation, de l'image, etc. De la dignité. Et de la dignité. Ça en fait partie complètement, et je pense que là, encore une fois, on ne va pas dire qui est, si c'est les journalistes, si c'est le président, etc. Mais ne pas l'avoir évoqué, c'est énorme, parce que franchement, imaginez, encore une fois, l'Ardèche qui me tient à cœur, un feu comme ça, en arrêt total, on en parle. Tous les jours, tout le temps. Bon, oui, mais ça veut dire que l'outre-mer n'est pas présent dans la tête des élites politiques, parce que Sarkozy aurait pu en parler lui-même, des élites universitaires, des élites médiatiques. Des élites, quoi, tout simplement. C'est un scandale. Je crois qu'on partage ce constat ici, et qu'on essaiera, nous, à notre petit niveau, d'aider à ce que ça change, à notre tout petit niveau. Bon, dire qu'on aura l'occasion d'en reparler. La Martinique a connu une manifestation de 20 000 personnes à Fort-de-France, et la grève générale est commencée, donc c'est contagieux, hein. On va changer de continent, on va aller loin. Hier, il était qualifié de terroriste. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Union africaine. Je parle de Kadhafi, bien sûr. Et Zemmour, j'ai une question presque provocatrice. Kadhafi, ça y est, ce n'est plus le diable, il est dédiabolisé.
Oh, il a tout fait pour. En même temps, bon, il a bien joué. Il a joué habilement sa partie géostratégique. Maintenant, je pense qu'il sent encore le soufre auprès de beaucoup de chefs d'État et occidentaux et africains. Et c'était intéressant parce que je lisais son discours et il dit des choses assez pertinentes. Il dit par exemple. Il n'est pas idiot. Hein, mais je suis bien d'accord. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a même des Arabes intelligents. Hein. Laissez finir Il y a des Arabes intelligents. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un discours sur l'Afrique qui est très iconoclaste. C'est ça que je voulais dire. Je cite 2 phrases qui sont intéressantes. Il dit, pour la démocratie classique, il dit « Nos partis, ce sont des partis tribaux et cela a conduit à des bains de sang ». Et il parle des élections en Afrique et il dit qu'il faut s'en méfier parce que la crise électorale du Kenya a fait 1300 morts en 2008. Les dictatures, on en fait beaucoup plus. Quand même. Non, mais c'est pas ce que je veux peut-être dire. pour justifier que les libertés démocratiques en Libye ne sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être, non, pas du tout. Il n'y a pas de liberté en Libye, c'est tout. Point. C'est pas le problème, c'est un dictateur, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que il parle aux Africains il tient un discours sur l'africanité. Il n'est pas démagogique, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye de... Bon, en même temps, il incarne un vrai défi géostratégique qui est l'avancée du monde arabo-musulman en Afrique au détriment des cultures animistes et chrétiennes. Il y a un vrai combat qui ne se dit pas, mais là, manifestement... Monsieur Huntington n'a pas parlé de ça pendant 15 ans aux États-Unis sur le choc de Syrie. Et alors c'est pas parce qu'il en a... Non, c'est vrai. Non, on va vous demander de conclure. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de guerres aujourd'hui qui sont le révélateur de cet affrontement entre les cultures chrétiennes, animistes et musulmanes. Bon, alors moi je voudrais... Le Darfour, la Côte d'Ivoire, etc. Oui, on va poser la question à Nadir. Oui. Dans son discours, et c'est pas la première fois, il faut d'abord se rappeler que avant ça s'appelait le OUA, maintenant ça s'appelle l'UA, et ce, à la demande de Kadhafi. Oui. Et Kadhafi qui se fait nommer, parce que je trouvais l'expression assez belle, roi des rois traditionnels d'Afrique, milite pour les États-Unis d'Afrique. Oui. Alors ces États-Unis d'Afrique, c'est une profession qui vous paraît totalement réaliste, un peu démagogique, ou quelque chose qui vient trop tôt, ou qui pourrait exister? C'est pas tout à fait irréaliste. Hein. Moi, je dirais que Kadhafi est logique avec lui-même. Dans les années 90, il est affaibli sur le plan mondial, il est déçu par ses partenaires arabes et il décide de se retourner vers l'Afrique et de privilégier ses relations avec l'Afrique. Kadhafi, il a été l'initiateur d'un certain panarabisme qui a échoué et finalement il s'est détourné du Moyen-Orient pour se rapprocher de l'Afrique. Il est logique parce qu'il a toujours dénoncé, il a toujours critiqué, mais ça se discute, hein, il a toujours critiqué le partenariat euro-méditerranéen. Il a critiqué le processus de Barcelone. Il a refusé l'Union pour Il a refusé l'Union pour la Méditerranée en disant, en disant que finalement l'Union du Maghreb arabe, l'Union africaine vont perdre leur identité, vont perdre leur âme d'une certaine façon s'ils intègrent. Voilà, exactement, c'est se tourner vers l'Europe. Donc pour lui, je trouve que sa démarche est logique et cohérente et son élection s'inscrit dans ce cadre-là. Maintenant, concernant, j'aimerais juste revenir sur la dédiabolisation. Je suis pas tout à fait d'accord quand Eric dit que les chefs d'État se méfient un peu de lui. Au contraire, depuis une quinzaine d'années, on voit les chefs d'État défiler à Tripoli. Hein, on l'a vu. Parce qu'il paye. Voilà, parce qu'il paye. D'accord, mais il y a aussi une chose. On va laisser finir Nadir, Dominique. Il y a aussi autre chose parce que Kadhafi a fait quand même des gestes. Hein. Il a tout d'abord, ça a commencé dès 2003. Il a renoncé à son programme secret d'armement. Il a reconnu la responsabilité de son pays dans plusieurs attentats, dont le Kirby, et contre un avion avec les Africains. Non, mais ne serait-ce que les immigrés qui essayent de passer par chez lui, comment sont-ils reçus? Non, mais j'essaie d'expliquer. Ça, c'est quand même compliqué. Claude, j'essaie d'expliquer pourquoi aujourd'hui Kadhafi est redevenu fréquentable. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu des faits concrets. Claude Régent, et ce sera Dominique Volton qui terminera. Claude. Non, moi je pense que cette idée d'États-Unis, d'Afrique est quand même pas farfelue. Il ne faut pas employer des mots trop violents, mais quand même, c'est pas comment peut-on faire cohabiter des peuples qui ont une histoire totalement différente. C'est pas les États-Unis. Les États-Unis se sont construits justement progressivement avec une culture commune, une religion commune. On a encore les traces aujourd'hui de ce passé-là aux États-Unis. En Afrique, pensez déjà le Maghreb, pour le faire vivre ensemble, on n'y arrive pas. Les Marocains, les Tunisiens, tout le monde sait ça. Donc on peut rêver, mais enfin le rêve, c'est pas de la politique. Là, on n'est plus du tout dans le. Je ferais juste remarquer que cette idée des États-Unis d'Afrique, elle est
partagée quand même par un certain nombre de chefs d'État. Elle avait été aussi annoncée dès la création de l'organisation de l'Union africaine en 1963. Parce qu'elle était faite pour ça, Exactement. cette organisation, au Donc point de c'est départ. pas quelque chose de, Alors, de nouveau. Irréaliste, dit Claude Régent, mais est-ce que c'est pas, Dominique Volton, aussi une façon de Kadhafi de tenir la dragée haute, si je puis me permettre, à Nicolas Sarkozy contre l'Union méditerranéenne, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique comme projet contre l'Union méditerranéenne. Non, si on prend un peu de distance. Et on finira par là. Oui, il n'est pas très fréquentable, tout le monde le sait, il n'est pas le seul, il n'est pas le dernier, et maintenant il est fréquentable par tout le monde, y compris par nous, donc laissons tomber Non, il n'est pas le seul. Sur le fond de l'affaire, moi je suis moins critique que vous, c'est que si vous voulez, oui, c'est vrai qu'il a essayé de faire quelque chose avec le Proche-Moyen-Orient, que ça n'a pas marché. Oui, il se retourne vers l'Afrique. Et toujours dans l'Afrique, on a 3 grandes bandes. On a le Maghreb, on a l'Afrique subsaharienne, et on a l'Afrique équatoriale et du Sud. Et donc, cet homme, moi, je le trouve extrêmement symptomatique d'un conflit de civilisation que nous aurons partout dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils demandent les peuples ? Surtout les peuples d'Afrique, mais pas seulement. Ils demandent de la reconnaissance par l'Occident. Et nous, l'Occident, on a du mal à les reconnaître comme de grandes cultures, de grandes civilisations. Donc, Kadhafi, tout le monde connaît ses excès. Mais quand il dit qu'il faut faire du panafricanisme, ou il faut faire un jour les États-Unis d'Amérique, ou d'Afrique, bien sûr que ça n'aura pas le même sens. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire aux Européens, on est autre chose qu'un marché pour vous. Il pourrait dire la même chose pour les Chinois. Un jour, on sera de nouveau des grandes puissances politiques, puisque l'histoire et l'anthropologie montrent qu'effectivement, les formes politiques qu'il y avait en Afrique au XIIe, XIIIe siècle étaient largement aussi développées que ce qu'on avait en Europe. Donc, ce sont des grandes civilisations qui se sont battues entre elles comme nous. Et donc, par conséquent, il y a de la part du monde entier, mais l'Afrique en est un bon exemple, une revendication de dignité. Et donc, quand il dit on va faire l'Union africaine, et quand on l'élit finalement à la tête de l'Union africaine. 53 États membres. Hein. Bien sûr, et c'est très important l'Union africaine, parce qu'ils ont un mal fou à travailler ensemble, pour toutes les raisons qu'on connaît d'opposition religieuse, linguistique et compagnie. Mais, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont des affirmations d'identité de grands continents, de grandes civilisations. Et nous, les Occidentaux, quand on traite. Regardez déjà comment on traite les... Ne traitons pas par le mépris, c'est voilà. ça que vous nous dites finalement. Voilà. Et quand soyons extrêmement... Attendez. Et déjà, déjà la manière dont nous, les Occidentaux, nous parlons des Latino-Américains, c'est en général pas formidable. Mais quand on arrive à parler... Les Asiatiques, on les ménage parce qu'ils sont nombreux et on a peur. Mais quand on parle des Africains, mais oui. Mais attendez, vous avez une vue très, très pessimiste, hein, quand même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les stéréotypes. C'est-à-dire que tout le monde a une représentation de l'autre. Et puis on n'a pas la représentation que les Afriques et que les royaumes d'Afrique. Les Africains aussi ont des stéréotypes. Attendez, vous permettez. Pour l'instant, ils ont été victimes. On va essayer de finir là. Ils ont été victimes de. On s'éloigne beaucoup de Kadhafi, me semble-t-il. Non. Mais bon. Parce que cet homme, au travers de ses excès, dit des choses qui sont à entendre. Et donc, par conséquent, ils sont à entendre pour nous, occidentaux, qui avons maîtrisé notre représentation du monde avec une caricature du monde africain. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il a raison. Je dis, même chose pour l'Amérique latine, même chose pour l'Afrique, même chose pour l'Asie et le Proche-Orient. Et j'ajoute que l'hostilité qu'il a au processus du méditerranéen... De l'Union méditerranéenne. Quand il dit, il faut l'entendre. Nous ne devons pas, nous les Africains, singer l'Europe, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'à terme, oui, il y aura un dialogue Europe-Afrique. Oui, mais quand l'Afrique sera en position de mener un dialogue radical. Il faudra que nous, les Européens, nous soyons capables de dire, oui, nous avons pris beaucoup à l'Afrique. Et tant mieux. Non, pas seulement de matière de ressources naturelles, mais de modèles culturels et de civilisation sur l'art et compagnie. Quand il dit ça, il parle aussi de la démocratie. Mais attendez, il n'y aura pas de démocratie européenne en Afrique. Attendez, vous permettez là-dessus. Moi, je pense que le monde entier, quand il sera démocratique, ne sera jamais démocratique sur le monde occidental. La tragédie européenne, d'imaginer la démocratie. Il faut laisser les continents. Ça sera un débat intéressant. On va peut-être pas le mener aujourd'hui, mais c'est quand même une idée qui pour moi est neuve, qu'il y a d'autres façons qu'occidentales d'imaginer la démocratie. Je ne suis pas du tout ironique, je trouve que c'est une idée intéressante. Depuis la chute du mur, c'est la vraie question. Est-ce qu'on aura vous allez voir, Dominique, je vous interromps un peu, mais vous allez voir qu'on va continuer la conversation, la discussion. Et ben voilà, vous avez compris, on va parler de l'Iran. L'Iran a annoncé mardi, je crois, qu'elle avait lancé la veille, le lundi, un satellite, mise en orbite un satellite. Ça a ravivé évidemment les craintes de l'Occident vis-à-vis du nucléaire. Alors moi, j'ai un peu envie de demander à dire cette peur des Occidentaux, notamment des Américains, mais aussi de l'Europe, c'est une peur irraisonnée ou c'est une peur justifiée ? Alors, si on écoute les dirigeants iraniens, il s'agit juste d'un satellite de télécommunication. Mais il est vrai que plusieurs dirigeants occidentaux se sont empressés de le critiquer sans fournir de preuves que c'est un satellite dangereux. C'est un constat. C'est un constat. Ce qu'il faut noter, c'est que le lancement de ce satellite a été fait dans un contexte particulier en Iran. C'est l'anniversaire, le 30e anniversaire de la révolution islamique. C'est quelque chose d'important là-bas en Iran, et tous les ans, le régime fait une démonstration de sa force, force technologique et militaire. Tout cela dans deux buts, essentiellement. Tout d'abord, dire à la communauté internationale que l'Iran est une puissance
puissance régionale sur laquelle il faut compter. Hein. L'Iran veut sanctuariser son territoire, veut être respecté, hein, en un mot. Mais c'est aussi un message adressé à l'opinion publique, parce qu'en Iran, les choses, ça bouge. Public intérieur, vous voulez oui, dire. il y a l'opinion publique intérieure, parce que les choses bougent en Iran et on ne le dit pas assez. C'est que Ahmadinejad a été élu pour essentiellement résoudre les problèmes économiques et sociaux de l'Iran, ils sont nombreux. Et de la vie des Iraniens, de la vie de l'opposition, il n'a pas réussi. Il est critiqué jusqu'à dans son propre camp. Les étudiants manifestent, les ouvriers, les fonctionnaires, et ça c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Mais par contre, il y a un point commun, c'est le nationalisme en Iran. C'est-à-dire que tous les Iraniens sont favorables à la poursuite du nucléaire iranien. Quand vous discutez avec les Iraniens, ils vous disent ils s'estiment victimes d'une injustice par rapport, par exemple, au Pakistan et à l'Inde. Dans la manière dont... Pourquoi pas nous, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a de spécial Effectivement, pourquoi pas nous? Il y a ce sentiment nationaliste très fort et le régime l'a très bien compris, et le nationalisme, d'une certaine façon, permet de fédérer la nation, peut-être des protestations sociales futures à l'approche d'élections très importantes en juin prochain. Ah, alors les élections, c'est l'élection présidentielle, je crois. L'élection présidentielle. Claude Régent voulait dire un mot. Non, c'est simplement de se dire que l'Iran, comme d'habitude, effectivement, monte sa force, etc. Et puis qu'un jour ou l'autre, il faudra bien négocier avec l'Iran. Et que l'Iran, qui se rapproche de plus en plus du Hamas, etc. Tout le monde sait que les États-Unis devront un jour lancer cette grande négociation avec un pays qui s'affirme effectivement sur des valeurs nationalistes, etc. Alors quand on dit ça, il y a toujours le côté positif, nationaliste, oui, après tout, fierté, etc. Puis danger parce que c'est pas un hasard si on a peur. La peur, c'est quoi? C'est qu'il y ait une arme nucléaire au bout de la fusée et que la fusée atteigne Israël. Ça va pas. C'est ça la vraie peur. Elle n'est pas complètement infondée. On va pas refaire le coup des armes de destruction massive, parce que ça a fait flop. Et on le sait que l'Irak c'était vraiment pas le bon prétexte. Mais là, il y a un vrai souci. L'Irak n'a jamais eu de fusée de cette importance. Donc, je pense que aujourd'hui, et avec l'arrivée de l'administration Obama, peut-être que c'est l'occasion ou jamais de lancer le dialogue avec ses ennemis potentiels. On fait pas la paix avec ses amis, c'est quand même connu. D'ailleurs, Obama a été prêt au dialogue, d'après ce qu'on en comprend. Oui. Est-ce que c'est pas, Dominique, cette fusée, une certaine façon aussi une escalade pour commencer les négociations ou les discussions avec le grand ennemi américain en meilleure position, finalement? Alors oui, c'est sûr, mais bien sûr, c'est un rapport de force. Mais attendez, les ennemis d'hier, c'est des partenaires de demain. Rappelez-vous comment le monde occidental a ostracisé et la Chine et la Russie, et vous avez vu comment on est... Bon, donc par conséquent, hélas, l'Iran ennemi d'aujourd'hui peut devenir partenaire de demain. Donc c'est sûr. Alors les Perses, c'est une immense civilisation. C'est quand même moins 3000, moins 4000. Donc par conséquent, l'Irak, c'est moins 5000, les Perses, c'est moins 3000, moins 4000, comme l'Égypte. Et quand on voit une carte de géographie, on s'aperçoit que c'est pas des Arabes, qu'ils ont de très bonnes relations avec Israël depuis toujours, ils ont de mauvaises relations avec les Israéliens, donc c'est monstrueusement compliqué. Là aussi, on a besoin de géographie, de culture. Bon, ça veut dire quoi? Un, ils sont intelligents, deux, ils veulent qu'on le respecte, trois, ils veulent qu'on négocie avec eux. Donc ils vont y arriver, même si là, c'est pas de démocratie, quel que soit le modèle que l'on prend, même si le régime ne réussit pas sur le plan économique, mais le nationalisme perse, c'est quelque chose qui existe. Et le nationalisme américain aussi, vous n'avez qu'à le voir à l'élection d'Obama, ou le nationalisme. Donc par conséquent, on ne s'en sortira dans la mondialisation que quand on respectera les autres, même si on n'est pas du tout d'accord avec eux, et qu'on arrivera à faire de la négociation politique. Et en fait, ce qui se joue, c'est pas plus dangereux Israël, je m'excuse, c'est pas plus dangereux l'Iran qu'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, puisque l'Israël est dans notre camp... Vous considérez que comme on fait deux poids, deux mesures, un sentiment d'injustice existe en Iran. Et je reviens toujours à la question qui m'intéresse, la mondialisation de l'information, changement inouï dans l'histoire de l'humanité, permet à tout le monde de voir en instantané ce qui se passe maintenant. Donc les inégalités mondiales, elles sont visibles. Et donc on sera obligé de faire la paix entre la Palestine et l'Israël, et comme on sera obligé de reconnaître les partenaires du coin, et d'arriver à faire une police internationale. On a bien compris votre point de vue. Éric Zemmour, si je rebondis sur le propos de Dominique, on sera bien obligé. Quand? Parce qu'on n'en voit pas le bout. Il y a Gaza, il y a quelques temps, qui n'est peut-être pas tout à fait indépendant de ce que fait l'Iran, puisque le Hamas est soutenu par l'Iran. Donc Gaza... on a envie de dire, bon, la pétition de principe est bonne, mais comment et quand, quoi? Comment on avance? C'est une très bonne question. On va laisser Éric s'exprimer. Je pense que Gaza fut effectivement les prodromes d'une guerre israélo-iranienne. Et que Hamas
était Vous pensez que c'est un véritable danger, une guerre israélo-iranienne peut exister? moi, je Ils pense ont que été oui. partenaires pendant très longtemps. Ah, mais bien sûr, Dominique, Parce bien que sûr, les bien deux ont une vision sûr. négative du monde Non, arabe. non, pas du tout. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ils sont, Difficile de prévoir une ils guerre, sont. ouais. non, j'ai pas dit qu'il va y Donc, avoir une guerre. donc, J'ai docteur dit- Nostradamus- On va laisser Éric J'ai Zemmour. pas dit- Non, on va laisser Éric Zemmour Nostradamus dire ce qu'il a à dire. J'ai pas Il dit qu'il va y prévoit avoir les guerres chez On va les le autres. laisser, J'ai on va pas laisser, dit qu'il y d'accord. aurait une guerre. Soyez dis- modeste, parlez un peu de paix, j'ai- on ne sait jamais, j'ai ça peut dit- arriver la paix. Mais Allez, vous s'il vous le plaît, faites soyez tellement mieux que gentil. moi, donc il faut que Allez, je parle d'autre chose. s'il vous plaît. Donc moi je suis pas un optimiste comme Dominique. Je suis un Je suis sceptique plutôt actif. je suis C'est plutôt pas pareil, pessimiste. sceptique Je actif. pense Allez, on les laisse s'exprimer. que effectivement qu'il y a eu un premier affrontement entre l'Iran et Israël sur le sol de Gaza. Je pense que c'est ça. Par Hamas interposé. Par Hamas interposé. Hamas est armé par l'Iran. C'est un Donc moment qui n'a pas été très difficile. certes, ça c'est vrai. Deuxièmement, je ne sais pas. Moi, je serais plutôt sur la ligne de Chirac, vous savez, quand il disait si l'Iran envoie une bombe atomique. D'abord, je pense que l'Iran aura sa bombe atomique. Ça, c'est évident, et je souscris à tout ce qui a été dit. Donc voilà, et il n'y a pas. Après tout, ils peuvent se dire. Donc pourquoi vous, pas la nous. crainte que vous avez, pour résumer, je comprends bien, c'est que vous pensez qu'effectivement ça ira jusqu'à le fait que l'Iran aura bien sa bombe atomique et qu'à un moment ou un autre, il y a un danger de guerre Voilà. entre Israël et Et l'Iran. il y a deuxième danger, c'est que la bombe atomique iranienne pourra faire des petits, c'est-à-dire pourra être passée au type du Hamas parce qu'il n'y a pas que Le il y a danger, pas c'est que ça soit c'est la essaimé. dissémination. Bon, alors C'est la- Nadir voulait réagir, Oui. et Dominique aussi. On essaie de oui. faire un dernier tour tranquille pour pouvoir parler du reste. Hein. Il faut d'abord, Nadir, il faut Dominique rappeler, j'expliquais tout à l'heure que les raisons économiques et sociales de l'Iran font que, enfin les difficultés de résoudre ces une des difficultés raisons de la font, montée. font que les dirigeants actuels, notamment Ahmadinejad, tient un discours très dur. Je suis tout à Mais fait ce n'est d'accord. qu'un discours. C'est Quand pas il- forcément suivi des faits. C'est quoi. pas forcément suivi des faits. Il faut juste dire aussi que selon plusieurs experts qui travaillent sur l'Iran, l'armement iranien n'est pas aussi sophistiqué que cela et que la bombe atomique iranienne n'est pas pour demain, même pour après-demain. Donc il faut relativiser tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de bluffs. Et d'intox. Et d'intox, de bluff et d'intox. Rappelez-vous l'Irak de Saddam Hussein qui défilait, où on voyait tous ces soldats défiler avant l'intervention américaine. Et quand il y a eu la guerre, finalement, on s'est rendu compte que l'armée irakienne, finalement, n'était pas aussi... La quatrième armée Ils ont du été monde. n'était pas aussi forte que ça. Ils ont été capables de s'entretuer avec les Iraniens Oui, pendant c'est une vrai, scène c'est vrai. de- Avec de- un armement Français. américain et français. Voilà. Dominique Volton pour la conclusion. Oui, On essaie d'être oui, concis. Hein, d'accord. Non, S'il vous plaît. c'est pas inutile de temps en temps de rappeler que le monde occidental a vendu des armes aux deux camps qui sont entre Mais déchirés c'est bien ce qu'on à Bassora et dans le Golfe. Ce que je veux Et simplement continue dire, d'en vendre, c'est d'ailleurs. qu'il y a une contradiction, bien sûr. Il y a une contradiction. Bon, à la fois, je dis qu'il y a une mondialisation de l'information qui permet de savoir les choses plus vite du point de vue des faits, mais hélas, ça continue de reproduire des stéréotypes. Prends un exemple. Quand on dit ça va de soi que le Hamas est armé par l'Iran, écoutez, les spécialistes en géopolitique sont beaucoup plus modérés que ça. Parce que d'abord, dans le monde islamique, il y a plusieurs familles qui sont des sunnites, les wahhabites, etc. Il y a des conflits. Qu'ensuite, il y a des dimensions nationalistes qui existent. Et quand on dit... Mais parce tout de qu'on a- même, Dominique, Attends, est-ce je qu'on voudrais peut juste dire finir, que l'Iran j'en ai soutient le pour 20 Hamas? secondes. J'en ai pour 20 secondes. Le stéréotype des médias occidentaux qui n'arrêtent pas de dire comme si ça allait de soi, alors qu'ils n'ont pas d'informations, si ce n'est la reproduction de leur hostilité à l'Iran, que ça va de soi que le Hamas n'a pas d'autonomie, que ça va de soi qu'il est financé. C'est une forme de pensée unique, Voilà. quoi. Hein, C'est ça. exactement ce que dit Israël en plus. Donc j'ai envie de dire, si on veut faire un travail un peu honnête, il faut être honnête de dire que dans le monde arabe, il y a des conflits gigantesques, religieux, idéologiques, politiques, que naturellement, il y a des alliances qui se créent dans tous les sens. Je ne dis pas que le Hamas n'a pas de lien, je ne suis pas spécialiste, mais je dis attention à cette... Soyons prudents. à que cette Et mondialisation de évitons les l'information... généralisations abusives, quoi. que cette mondialisation de l'information qui devrait ouvrir les yeux sur la complexité des relations aboutisse exactement au phénomène inverse, à réduire et à renforcer des stéréotypes qui sont en général des facteurs de guerre. Voilà. On comprend bien. Bon, on va revenir à notre modeste pays, à la France. En milieu de Avec quel semaine, président je vous laisse la responsabilité de vos propos. En milieu de semaine, le président s'est exprimé dans une intervention télévisée intitulée Face à la crise. Une intervention, la preuve déjà, ça commence diversement appréciée selon les commentateurs. Alors, il a proposé quelques mesures, notamment à propos de l'impôt, sur la taxe professionnelle, puis un rendez-vous aux partenaires sociaux dans quelques jours à la mi-février.
Claude Régent, ces propositions vous semblent à la mesure de l'enjeu et des enjeux de la crise? Le président lui-même a bien reconnu que c'était, il n'est pas au bout de sa réflexion. D'ailleurs, sa grande habileté, ça a été de se dire, d'ouvrir le jeu et de dire, je vais aller le 18 février devant les syndicats en leur proposant toute une série de mesures. Il n'a pas été du tout comme il l'a été précédemment. Il a été beaucoup plus modeste et ça, c'est une habileté. Après, savoir si ça suffit, je suis pas. Remarquez, quand on dit je suis pas économiste, il vaut mieux le dire parce que les économistes se plantent tous. Ça fait 20 ans qu'ils se trompent. Allons-y, on dira, 30 ans, on dira pas plus de bêtises que, donc on peut y aller. Peut-être avec moins de prétention. On va laisser Claude. Dominique, on va laisser Claude terminer. Ce qui est vrai, c'est que par exemple sur la taxe professionnelle, bon, c'est un effet massif. On supprime la taxe professionnelle, d'accord. Sauf que moi j'ai pas entendu et on le remplace comment? Et on finance 8 milliards d'euros et on finance les collectivités locales. territoriales. Le dit, c'était supprimer le département. Oui, mais même ça suffit pas. Bien sûr, mais c'était le nom du- Intelligence. Subtil, Non, mais il a c'est déjeuné bien. avec Sarkozy il y a longtemps. Non, mais On va, Vous n'avez pas Dominique, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout de l'émission, essayez de ne pas perdre de temps. Sur Non, parce qu'il connaît tellement bien Sarkozy. Sur Non, mais l'impôt, c'était le non-dit quand même. excusez-moi, Bon. sur l'impôt par exemple, Alors, c'est on va vrai, laisser- on va on laisser supprime le terminer deuxième Claude. tiers, si j'ai bien compris, pour les revenus les plus modestes. D'ailleurs, curieusement appelé les classes moyennes. Non, les mais classes oui, mais moyennes les classes moyennes basses. à 1000, Eric, moyenne alors, basse. est-ce qu'on peut excusez-moi. laisser Claude Régent Pour terminer moi, moyenne basse, quand on a le SMIC, on n'est pas moyenne basse, on est carrément est bas. bas, Hein, mais oui, bon, oui. Paraît tout ça clair, pour oui. vous dire que, certes, on va supprimer cette tranche-là, d'accord, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça a un effet direct sur la consommation, dont on dit qu'il faut quand même qu'elle soit relancée. Le problème, c'est que c'est quand même un peu contradictoire avec ce qui avait été fait il y a un an, avec le paquet fiscal, etc. Alors là, si ce virage se confirme, on aura eu un élément, une conférence de presse, enfin une intervention télévisée oui. qui marquera une vraie rupture pour le coup. Mais je demande à voir, c'est pas Alors, encore fait, justement. et puis on est toujours dans le. Bon, après je reviendrai si vous en êtes d'accord sur les fameux 3 tiers aussi, vous savez, Pour les investissements, le Un salarié, tiers, actionnaire. allez-y, Les profits. Claude. On peut le faire en France. Vous croyez qu'on peut le faire tout seul? Non. Si on applique nos 3 tiers. Alors, Moi, rappelons-le, les profits. un tiers pour les profits, Un tiers pour les profits. un tiers pour l'investissement, et un tiers pour les salariés, Voilà. pour chaque entreprise. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si le pays d'à côté fait, nous, les actionnaires, ça sera 60%. Où va aller l'argent L'argent mondial? va aller où? Voilà, c'est voilà. fini. Donc ça, c'est Claude une Régent mesure qui est un garçon qui nous rappelle le principe de réalité. Voilà. Alors, il a prononcé le mot, Éric Zemmour, Claude Régent. Il a prononcé le mot de rupture. on parle de politique Est-ce que intérieure, on se l'intervention trompe toujours. télévisée, est-ce que l'intervention télévisée du président, On a radiolisé. bon, s'il alors vous là, plaît. c'est injuste. Éric Zemmour, est-ce enfin, c'est pas que grave. rupture il y a dans ce discours, dans cette intervention télévisée? Rupture avec quoi? Avec la rupture? C'est un mot qui est à la mode dans le vocabulaire sarkozien. Est-ce qu'on peut dire que face à la crise, il y a une rupture par rapport à l'attitude sur le plan social, économique, politique que Nicolas Sarkozy a eu jusqu'ici? Oui, Il y a non, une zut. rupture dans la En 3 mots, dans la- si j'ose dire. Au moins. Bon. Dans la forme, il le dit lui-même d'ailleurs, la rupture n'est pas un objectif mais un moyen. Alors qu'avant, c'était mis en avant. Donc dans la forme, oui. Effectivement, il demande aux partenaires sociaux, etc., etc. Mais si vous voulez, Il tient compte me cette semble- fois, contrairement Oui, à la oui, petite oui, phrase bien sûr, connue. Bien sûr. D'ailleurs, il a regretté cette Il a petite regretté. phrase. Il tient compte de l'opinion disant des autres. quand il y a une grève, on la voit pas. Bon, Ça, c'est bref. encore une autre de ses phrases. Bon. Voilà. Donc, dans la Donc, forme, il y a une dans rupture. la forme, oui. Mais dans Et le sur le fond, fond mais dans le fond, il peut difficilement y avoir de rupture parce que, pour plusieurs raisons, me semble-t-il, mais je vais très vite. Il l'a dit très pertinemment, me semble-t-il, si on fait une relance de la consommation, ça va d'abord alimenter l'Allemagne, la Chine, etc. Et il dit d'ailleurs que si l'Angleterre fait une relance de la consommation, c'est parce qu'ils n'ont plus d'industrie. Donc ils s'en moquent complètement d'alimenter les importations et l'industrie des autres. Je crois que cet argument est fondé. Donc il est complètement coincé. Il ne peut pas faire de relance de la consommation. Il doit faire une relance par l'investissement, mais qui va prendre beaucoup plus de temps. Qui ne se verra pas au niveau des gens qui souffrent aujourd'hui. Exactement. Et deuxièmement, alors là, je Mais quand il garde sa réforme sur les fonctionnaires, par exemple, mais en disant un ça, fonctionnaire sur de la retraite il peut pas faire partira. il peut pas faire. De toute façon, peut pas faire autrement, effectivement, depuis 30 ans, Oh, je pose des questions, non, mais hein. depuis 30 ans, il faut bien voir d'où on vient. Depuis 30 ans, on a alourdi considérablement le poids de l'État. Je crois qu'on a embauché 1 million de fonctionnaires. Donc, Il y a trop d'infirmières.
Non mais Il y a arrêtez trop de avec ce policiers. discours. Non, mais je pose des questions qui gênent. Parce que c'est les questions que j'entends quand je vais prendre mon café. Mais non, mais sauf que... C'est les questions que j'entends quand je vais prendre mon café. Non, mais M. Zemmour ne voit pas les mêmes Attends, fonctionnaires. Éric ben Zemmour oui, va bah finir oui, de Il voit les s'exprimer. fonctionnaires inutiles, lui. Dominique, nous, on c'est va pas- laisser Éric Zemmour s'exprimer. Il n'a pas parlé de fonctionnaires inutiles. C'est pas ce qu'il a dit. J'ai pas C'est dit pas ce qu'il a ça. dit. J'ai pas dit ça, Alors, c'est bon. simplement Non, le mais c'est poids une de l'État. Non mais attendez, Si on a la un France était modèle. sous-administrée, ça se saurait. Voilà, Voilà. exactement. Bon, Et voilà. Claude Régent a donné une formule. Voilà, et on a un modèle qui a toujours privilégié l'État. J'assume ce modèle et je le défends. Simplement, aujourd'hui, on a voulu aussi... On n'a plus les moyens. Non, c'est pas ça. On a voulu une concurrence totale avec les autres pays européens au moins, et même, je vais venir à ce sujet majeur pour moi. Du coup, on a un modèle qui est plus lourd que les autres à porter pour l'économie privée par rapport à l'Allemagne, par rapport aux autres pays. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On parle d'Europe tout le temps, et après quand on dit, on en tire les conclusions, on ne veut pas. Et troisièmement, et je finis, J'ai une question à poser à Dominique. je crois qu'il y a une vraie question qui n'a pas été posée. Et alors là, on revient à notre histoire des journalistes et du président. Comme par hasard, aucun des deux camps, si j'ose dire, n'a posé la question du protectionnisme, du libre-échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous impose... Elle est déjà posée question Obama, côté Mais Obama. oui, évidemment, ça Il y a nous une bagarre impose... politique actuellement aux Ça nous- États-Unis. Mais elle monte dans tous les pays. Ça nous impose un modèle économique et social qui s'est effondré. Et donc aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas? Et je finis là-dessus. Pourquoi on n'en parle pas? D'abord parce que les élites françaises ne veulent pas qu'on en parle parce qu'elles en profitent. Et deuxièmement, parce que l'Allemagne ne veut pas qu'on en parle. Et qu'on est coincé par notre accord avec l'Allemagne, qui se déchire de plus en plus, mais on ne dit pas pourquoi. Parce que les Allemands, eux, il y a eu quelque chose qui est complètement passé inaperçu. Angela Merkel a reçu toute seule le Premier ministre chinois et lui a garanti qu'il n'y aurait pas de protectionnisme et qu'on continuerait comme avant, parce que les Allemands fournissent les machines-outils qui permettent à l'industrie chinoise Voilà. de nous fournir des biens de consommation. exactement. Comme les Chinois vont faire bientôt ces mêmes machines-outils, ça va être plus compliqué. Ça, c'est très juste. Dominique Volto, moi Ça, c'est je très retiens juste. quelque chose dans Là, ce on en que parlera, dit on en Éric parlera. Zemmour. Vous avez raison. Il dit le modèle français, avec un service public puissant, est une, allez, disons le mot, une verrue Non, dans le pas reste du de tout. l'Europe. Non. Mais une Non, verrue non, non, pas du sans tout. mot péjoratif. Non, mais il est le c'est pas seul. ça. Tisseur de crise. Bien sûr, voilà. bien sûr. mais je Alors dis pas voilà, ça, c'est la mais- question que je je voulais dis qu'il faut poser, si vous savoir, me laissez faut faire. choisir. Si vous me laissez faire, c'est la question que je voulais poser à Dominique Volton. Bon, moi j'entends ici et là que ce service public tant décrié hier, ce n'est pas l'État la solution, c'est l'État le problème, aujourd'hui permet d'amortir la crise en France. Il paraîtrait que nous serions mieux protégés que les autres. Je suis pas sûr que les classes populaires pensent forcément ça, en France en tout cas, mais que nous serions mieux protégés que les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à bazarder le service public ou le protéger et le garder mais attends, avec les inconvénients oui. qu'Éric Zemmour a Mais de soulignés? toute façon, paradoxalement, c'est un patrimoine européen, si vous voulez. Même si les différences sont fortes, il y a quand même en Europe une idée qu'il doit y avoir des amortisseurs sociaux. Et cette crise mondiale, si je puis dire, alors je peux dire deux choses avant. Premièrement, il a fait une bonne performance, mais je trouve en matière de communication. On le dit pas. On n'est assez. pas étonné. On sait qui sait Ah faire non, ça, le attendez, président. c'est il sait tellement faire. facile. Attendez, Non, non, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est faites-le. vrai. Moi, écoutez, Ah c'est non, mon non, métier. c'est- Bon, c'est faites-le. Moi, surtout c'est pas. mon métier. Je trouve qu'on va me reconnaître que cet homme a été sûr. extrêmement clair, extrêmement pédagogique, Absolument. probablement une des meilleures performances qu'il a fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, alors qu'il a l'air crédible et y croire, pourquoi effectivement ça dérape dans la réception et que manifestement on n'est pas prêt de le créditer de tout ce qu'il a dit. Alors c'est ce décalage qui m'intéresse. Alors premièrement, je pense qu'il y a une chose qui joue en sa défaveur, c'est qu'il a changé complètement de vision du monde Voilà. et qu'il n'a pas dit qu'il ne cette le dit phrase très absolument. simple et que j'ai dit depuis 4 mois. Il aurait dit, mesdames, messieurs, le monde a changé. Je suis obligé de changer de vision du Changer monde. avec lui. On lui dit donc tact. Mais le même gars qui pendant des années a dit l'État c'est de la catastrophe, les fonctionnaires c'est ce qu'il y a de plus pourri, la régulation c'est inutile, laissez faire, On a laissez du mal à marcher. croire à ce qu'il dit Et aujourd'hui. que du coup. maintenant, donc quand les hommes, les citoyens du monde entier sont intelligents, on a le droit de changer de vision du monde, mais on le dit. On le dit. On le dit. Et là, comme il n'a rien dit et qu'il enchaîne, on dit, oh là là, celui-là, où est-ce qu'il va être crédible? Il a annoncé des choses qui ne sont pas tellement inutiles, et plutôt pas mauvaises, mais premièrement, il n'est pas le premier à les avoir annoncées. Donc moi, je serais aussi modeste, parce qu'il dit quand même deux choses. Un, je fais la rupture totale, c'est très orgueilleux. Et deux, tous mes prédécesseurs n'ont rien fait, il l'a redit hier, moi j'agis. Quand on va se mettre à faire et à réannoncer ce que les prédécesseurs ont déjà annoncé, là aussi, ce serait peut-être pour lui l'occasion d'être un peu plus modeste dans le jugement critique qu'il a à l'égard de ses prédécesseurs. Donc tous les citoyens, ils ont ça en tête. Alors, il peut changer de position. Il peut revaloriser ce qu'il a critiqué hier. Il peut valoriser le modèle social français, même s'il faut l'amender, l'assouplir, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas la France seulement. Je pense que c'est l'Europe qui est en position plus forte. Et nous aurions, nous, Européens, quelque chose à dire. Cette crise est peut-être mondiale. Parenthèse, je trouve qu'il a été beaucoup trop tragique au début de l'intervention, en disant c'est catastrophique, ça n'a jamais été comme ça.
je pense que le rôle d'un homme politique, c'est pas de dire forcément que c'est la plus grande crise du monde, on n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça permet de faire passer les difficultés. Oui, mais attendez, mais ça, non, ça c'est une tactique de com, faut pas faire ça. De com. Bon, sur le fond, par sur le fond. Oui, moi, je pense que dans la crise mondiale, si tant est qu'elle soit vraiment originale, la force que représente l'Europe, c'est une cohésion sociale qui est plus forte qu'on ne le croit et un matelas social de protection sociale qui sont plus forts qu'ailleurs. Même dans l'intervention télévisée, même dans l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy, même lui a reconnu que les Européens n'étaient pas vraiment d'accord. Je ne comprends pas. Bien sûr que les différences entre nous sont radicales. Mais dans ces différences radicales, même entre un Anglais et un Britannique, un Allemand et un Français, nous avons dans notre culture sociale, mentale, le fait qu'il ne faut pas trop tirer sur les inégalités, qu'il faut arriver à réduire. Je n'ai pas compris ça en Grande-Bretagne depuis des années, honnêtement, Dominique. Sans vouloir avoir l'air de vous titiller. Mais sous Thatcher, quand même. Prenez pas 3 mois, prenez 50 ans, prenez un demi-siècle d'observation. On a pu faire l'Europe, même si on est d'accord sur rien, que parce que nous avons quand même des points communs qui sont forts. Ça ne passe pas des oppositions politiques. J'en dis juste un argument. Mon hypothèse à moi, elle est que dans la mondialisation, l'Europe est quand même un îlot, de richesse scientifique, technique, gigantesque, humaine. Mais deux, quand même, dans lequel on essaie de pas trop tendre des inégalités, que ça peut quelque part être un atout favorable. Sur votre argument qui consiste à dire, si jamais nous on fait 3 tiers et que ça se fait pas ailleurs, ben c'est une bonne question. Moi, je pense que ça, c'est un thème à introduire dans les négociations européennes, en disant, puisqu'on est soi-disant la première espace démocratique au monde, eh bien, débrouillons-nous pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités économiques et sociales. Et là, c'est un vrai débat. Ça m'intéresse. Je vais très vite. Je ne suis pas un fanat de l'Europe, mais je pense que... Non, mais ce que dit Dominique m'intéresse beaucoup, parce que sur la longue durée, il a tout à fait raison. On a un modèle très proche. Moi, je fais une petite différence avec lui. Je pense que c'est le modèle continental et que l'Angleterre est à part. Et que je crois. Et alors, ce que je voudrais dire à Dominique, c'est que justement, ces 10 dernières années, et c'était ça la novation, c'est que, à part la France, même l'Allemagne, tous les autres pays se sont adaptés à marche forcée au modèle libéral anglo-saxon mondialisé, et donc ont aggravé considérablement les inégalités. La France est le seul pays d'Europe où les inégalités ne se soient pas aggravées. D'accord, mais l'Europe, ça permet de rattraper ça. Je dis ça. Alors, donc aujourd'hui, il y a un vrai décalage terrible entre la France et l'Allemagne, et l'Angleterre, et l'Espagne, par exemple, l'Espagne qui s'est adaptée au libéralisme mondialisé, à grande vitesse. Et donc, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça la source. C'est pour ça qu'on peut reprendre la main intellectuellement. Dominique Volton, ah oui, ça c'est une autre discussion. Dans la bataille européenne. Je pense que c'est intéressant. C'est pas tous les jours qu'on vous voit d'accord. Non mais on a le droit d'avoir des. Moi, j'aimerais quand même revenir à la situation interne en France. J'aimerais revenir à la situation interne en France, même si l'on sait bien que l'Union européenne, c'est pas indépendance qui s'y passera. Nadir. Ça y est, j'ai retrouvé la date. La rencontre avec les partenaires sociaux, c'est le 18 février. Bon, j'ai écouté Jean-Claude Mailly, qui est responsable de la Confédération Force ouvrière, qui a dit il gagne du temps. Alors, ça va être un Grenelle social, ce 18 février, ou ça va être une façon de gagner du temps? Vous avez une petite idée, vous, de ce qui s'y passer? Je dirais que c'est peut-être un peu des deux. Il est clair que l'un des objectifs du discours, de l'intervention du président de la République était de rassurer les syndicats. Les syndicats qui ont dit qu'ils allaient très clairement reprendre l'initiative si Nicolas Sarkozy ne prenait pas en compte les revendications des syndicats. C'est courageux de la part des syndicats. Effectivement, oui, c'est assez courageux, effectivement. C'est assez modeste, mais les syndicats, quand même, ont réussi un coup de force avec vraiment un gros coup avec cette manifestation du 29 janvier. Parce que la société mais je dirais, mais je dirais que là c'est une première. J'ai senti quand même que le président Sarkozy, à la fois bien sûr, était plus modeste et était un peu plus prêt à la discussion, à la négociation avec les syndicats. Maintenant, il faut attendre. C'est là que se situe la rupture. La première rupture, une de méthode. Peut-être de méthode, une méthode différente, mais une rupture, ça, peut-être, je ne sais pas. Bon. L'autocritique, c'est la démarche de l'intelligence. L'autocritique, c'est la première manifestation d'intelligence. On se trompe tous. Un politique, il a le droit de se tromper. Je savais pas, Dominique Volton, que votre deuxième prénom, c'était Mao Tse-tung. Non, c'était pour plaisanter. J'avais pas pensé. C'est à propos d'autocritique. Oui, j'ai compris. Oui, mais lui, il en a fait un usage un petit peu particulier. Un petit peu particulier, c'est encore plaisir. Bon, je voudrais qu'on vienne au dernier. Il nous reste peu de temps, mais peut-être qu'après tout, cette polémique n'en vaut pas beaucoup plus. Le livre de Pierre Péan, Le Monde selon K pour Kouchner, est sorti cette semaine. Et évidemment, les éditorialistes en ont profité pour tremper leur plumier dans les encriers. Beaucoup d'encre, beaucoup de choses dites, en tout cas un certain nombre de faits qui ne sont niés par personne, y compris ceux qui critiquent les livres de Pierre Péan, qui nient pas les faits. Alors, moi j'ai une première question à vous poser. Finalement, est-ce qu'au travers de cette polémique, on ne voit pas revenir
cette absence de transparence dans les rapports, notamment avec l'Afrique, parce que comme par hasard ça se passe, ce qu'on le reproche à Bernard Kouchner, c'est quelque chose qui s'est passé au Gabon, quelque chose qui s'est passé au Congo. Est-ce que de nouveau, on ne retrouve pas ça? C'est surtout au Rwanda. Alors, Oui, parce que Rwanda, c'est le Rwanda qui sous-tend le conflit énorme entre Pierre Perrin. Oui, non, mais c'est pas la question. c'est la plupart des. On va répondre. On va laisser Claude s'exprimer, mais on va répondre. Non, mais excusez-moi, je sais que je ne vais pas être d'accord tout à fait avec vous, donc on laisse je me lance. Claude Régent. Je me lance. Il nous reste 4 minutes. Donc il y a deux choses. Vous êtes chez vous quand même. Il y a deux choses. Allez, passez-moi le rhubarbe, je vous passerai la Sénèque. C'est l'affaire, la divergence absolue sur la crise du Rwanda entre Pierre Péan et Bernard Kouchner sont très opposés. Pardon, laissez-moi finir. Et puis il y a l'anti-américanisme de l'un qui s'oppose à l'américanisme Pierre Péan, anti-américanisme, et on prétend que Kouchner est américain. C'est un exemple absolu de ça, c'est-à-dire qu'on le montre avec Bush souriant. Excusez-moi, ça c'est un procédé qui est assez facile quand même. On peut vous montrer n'importe quel homme politique avec n'importe quel autre et c'est dangereux, y compris avec le pape. En ce moment, il vaut mieux pas se montrer avec lui. Mais enfin, c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, au courant, le pauvre pape. Allez, on laisse finir Claude. Quelle indiscipline. Et la deuxième observation que je voudrais faire, c'est que quand on fait un bouquin comme ça, qui est un bouquin à charge, quand on est journaliste, excusez-moi, mais là, j'ai été quand même stupéfait de voir que jamais Pierre Péan n'a appelé M. Kouchner pour avoir sa version. Pour avoir sa version. Ça, je suis Éric désolé. Zemmour, Nadir Djenad, on fait un tour vite. Pour répondre à votre question, oui, moi je parlais déjà de la France-Afrique. On parlait de rupture. On parlait de rupture tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, on se souvient, durant la campagne électorale, avait promis qu'il allait faire une autre politique, rompre avec les pratiques du passé et avec la France-Afrique. Mais force est de constater qu'il n'en a pas pris le chemin. Tout d'abord, il a raté son premier rendez-vous avec l'Afrique, avec ce fameux discours à Dakar. Ouais, mais il y a eu aussi cette histoire Kouchner qui continue. Oui, bien sûr. Il y a le soutien de la France Le renvoi au régime. du ministre de la Coopération. Voilà, j'allais le dire. Il y a ça, Jean-Marie Bockel, qui lui voulait marquer le décès de la France-Afrique. Et il y a aussi le Tchad, où on se souvient que, d'ailleurs, ça avait créé une polémique, où la France avait soutenu le régime d'Idriss Déby, qui faisait face à une rébellion. Et puis il y a des troupes qu'on veut enlever en Côte d'Ivoire actuellement. Là. Donc la rupture n'est pas. J'avoue que pour un observateur, ça paraît assez contradictoire tout ça. Alors Éric Zemmour, à propos de Bernard Kouchner. Je pense que c'est pas la France-Afrique, puisqu'il avait déjà eu des soucis au sujet que fait en Birmanie à propos de Total. Donc, excusez-moi, donc vous pensez que, pour dire les choses très méchamment, mais très clairement, vous pensez que c'est Kouchner le problème? Oui, le problème c'est Kouchner. Il y a une vraie question Kouchner, qui d'ailleurs est plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Après tout, c'est le problème des politiques qui ne sont pas hauts fonctionnaires et qui ne sont pas députés. L'argument peut être entendu, il faut bien qu'ils vivent. Donc, après tout, on peut discuter ça. La question, c'est que c'est effectivement, et là, je trouve que Péan la pose bien, c'est que ce type a fait sa carrière sur la morale et l'humanitarisme, et que là, effectivement, envoyer un diplomate, alors qu'il est devenu ministre, pour réclamer son dû à un chef d'État, c'est bizarre. Flagrant délit, au moins d'hypocrisie. Voilà. Alors moi, je voudrais dire une deuxième chose qui me choque le plus dans cette histoire, parce que pour Péan, je suis d'accord, j'en ai moi-même souffert. Il m'a mis en cause dans un bouquin et il m'a jamais appelé. Donc effectivement, c'est sa méthode et on peut le critiquer là-dessus. Mais ce que je veux dire, ce que je trouve absolument scandaleux dans cette histoire, c'est la manière qu'ont les journaux Le Monde et Le Nouvel Observateur et d'autres éditorialistes de défendre Là, vous êtes clair, vous dénoncez mais absolument, l'article, je peux même aller plus loin. L'article de allez-y. Philippe Bernard dans Le Monde est un scandale, mais ça ne m'étonne pas de Philippe Bernard, qui prétend, ça fait rien, qui prétend que parce que Péan attaque Kouchner, il l'attaque et donc il est je suis partout, c'est-à-dire le journal collabo pendant la guerre, pas sur les faits mais sur les personnes. Et voilà, et parce qu'il y a une vraie, moi je vais vous dire, j'avais songé à écrire un livre sur ce sujet, donc c'est pour ça que je suis sensible. Kouchner est un emblème passionnant du passage en 40 ans de l'internationalisme communiste puis droit de l'homiste pour finir par l'internationaliste impérial américain. C'est absolument c'est passionnant, honnêtement, c'est passionnant. C'est le vrai sujet. L'émission, Eric. Voilà. Et je voudrais quand même que Dominique Volton... Et il n'y a pas de honte à aborder ce sujet, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de honte. Voilà. Alors, Dominique, vraiment, on a fini l'émission, donc c'est normal que vous ayez la parole, mais ça sera la fin. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire, au contraire. Très bien, allez-y. Allez-y. Une seconde, je pense que la question est vraie. C'est jusqu'où... Le symbole que représente Kouchner, c'est en gros, c'est vrai, c'est le droit de l'homme, c'est la morale, c'est le vrai, c'est le beau, etc. Et qu'un homme évolue, il change dans le temps, why not? Pourquoi pas? Mais la question, au bout d'un moment, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut
C'est une vraie question pour la morale en politique, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que je peux être le défenseur de la morale et à partir du moment, même s'il n'y a eu aucune erreur, faire des choses qui sont contraires avec son identité. Et c'est une vraie question, donc je pense que je laisse tomber les questions de Perrin, etc., je laisse tomber les questions de la réaction de la presse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une forme de solidarité un peu compliquée. Oui, qui est parfois discutable, hein, voilà, disons-le vraiment clairement. discutable, vraiment discutable. On a l'impression qu'il ne faut pas examiner les faits, etc., etc. En plus, personne n'a dit qu'il avait été malhonnête, mais jusqu'où est-ce qu'on peut se présenter Monsieur la vertu et au bout d'un moment aller, parce qu'on va vers la politique, aller vers de plus en plus de concessions. Et quand ça se termine pour dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un secrétaire d'État aux droits de l'homme, là, si vous voulez, la contradiction est visible. Cet homme, M. Kouchner, savait très bien que la politique... Ça, c'est pas dans le bouquin. Non, ça, c'est pas dans les... Non, mais moi, ce que je pense, sur la question qui se ouais. pose sur Kouchner, qui est intéressante, c'est jusqu'où est-ce qu'un homme peut défendre des valeurs à juste titre, et à partir de quand est-ce que la réelle politique rencontre les valeurs, et à ce moment-là, là, lui aussi pourrait dire, j'ai changé, puisque le monde change. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ce qui est en cause dans tout ça, c'est... On va rester là, parce que là, vraiment, on me fait signe qu'on a dépassé tout le temps. Merci de votre fidélité. Je vous quitte très très vite, parce qu'on est un peu en retard. On se retrouve la semaine prochaine.